Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour l'épisode 6 de Sous-Sol. La dernière fois, j'ai dit l'épisode 6 de Thalys. Épisode 6 de Sous-Sol avec Rassam. J'espère que tu vas bien. Sponsorisé par Thalys. Gérez vos candidats avec Thalys, l'ATS collaboratif qui vous permet d'intégrer vos équipes dans les décisions. De la demande d'ouverture de poste jusqu'à son attribution. Testez le logiciel gratuitement via le lien en description. Bon podcast. On en parle juste après. Recruiters in the house. L'épisode 6 dans le sous-sol. Et aujourd'hui, on reçoit qui, Mickaël? Laurent Broye, merci pour les travaux. Merci Laurent Broye. Merci pour les travaux. Il est là. Recruteur interne de ce cabinet. Ah oui, c'est là-bas. Toi, c'est là-bas directement ton retour. Ouais, c'est ça, faut que je m'y fasse. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas en quelques mots, en quelques phrases? Je fais des travaux, je fais beaucoup de travaux à la maison d'ailleurs. Donc j'ai fondé l'école du recrutement il y a 12 ans. 12 ans. Déjà. Et moi, je suis dans le milieu du recrutement depuis 15 ans. Donc voilà, je vis, je meurs, je respire, je bois recrutement tous les jours. J'ai fait une pause de 2 ans, j'ai fait du podcast, donc j'adore les micros, tout ça. Mais non, j'adore le recrutement et depuis 15 ans, je suis dans le métier. J'ai commencé à la dure. J'étais un mec avec un téléphone greffé sur le micro comme ça et je faisais 50 appels par jour à Londres. Sacrée époque. Une ville qui est chère à Rassam. On tease un peu l'émission. Et voilà, non, et depuis 8 mois maintenant, j'ai monté Les Talents Narratifs, dont je fais de la com et du contenu pour des professionnels du recrutement. Et on va en parler aujourd'hui. Et pourquoi on se voit aujourd'hui? C'était pas forcément prévu qu'on se fasse cet épisode avec Laurent, même si récemment on a un peu collaboré ensemble, on va en parler. Ouais. On a profité de sa venue sur Paris. Ouais, t'es sur Paris, on s'est dit, voilà, les meilleures choses se font de manière spontanée et improvisée parfois. Et c'est le cas aujourd'hui. De quoi on va parler, Mickaël? Est-ce qu'on a une petite trame? Aujourd'hui, on a une petite trame, on a une petite pyramide inversée. On va commencer par parler un petit peu du projet, l'école du... Il était une fois le recrutement qu'on a construit ensemble. On va expliquer un peu les jeunesses du projet, comment on en est arrivé à là, le pourquoi. Tu nous a demandé de le faire, de comment ça s'est passé aussi un petit peu le tournage. On va faire un feedback comme ça, mais public. Ouais, ensuite, on va un peu débattre sur la marque employeur. Je sais que t'aimes pas ce mot, tu m'as dit en off, mais on va essayer de voir un peu tout ce qui se dit autour de ça. Et à la fin, tu vas nous poser des questions concernant notre vision sur la communication. Peut-être te poser des questions sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de dire, sur des choses sur lesquelles on est assez pudique. Ouais, c'est très juste. La banlieue, tout ci, tout ça et tout Stinquenty. Donc restez jusqu'à la fin. En fait, on va débattre autour d'un article. N'en parle pas maintenant. Faut vraiment rester jusqu'à la fin. Même. Il y a un post sur LinkedIn qui a fait réagir Laurent et il va nous poser des questions autour de ça sur des choses qu'on n'a jamais dites. D'ailleurs, dont tu es l'origine de ce post. Et apparemment, je serai à l'origine de ce post. Je viens d'apprendre ça. Mais on va pas en parler, on va pas en dire trop. On va commencer déjà par le rap. Il était une fois le recrutement. Comment ça t'est venu l'idée? Raconte-nous un petit peu parce que c'est toi qui es venu vers nous. Ouais. Qu'est-ce qui a germé dans... Ce qui est incroyable, c'est que je vous suis depuis que vous faites depuis longtemps, parce que Rassam chez Salut Paul, chez Axway, voilà. Exactement. Avec Noémie, salut. Noémie Sichel Dulon. Voilà, qui était dans cette super équipe. Et Paul qui a un jour a presque failli travailler à l'école de recrutement que j'avais essayé de chasser. Alors attends, c'est quoi? On a un teasing. Oh merde. Voilà, je voulais mon anecdote croustillante sans mettre personne dans l'embarras. Voilà. C'est Paul, j'assume de le mettre dans l'embarras et je raconte ce moment de mon côté où il nous appelle le lendemain en disant je vais partir les gars, je vais aller à l'école du recrutement pour être commercial. Ouais. Et comment on réagit dans ce moment-là? C'est toi qui l'as retourné? Moi et puis certains, mais je vais t'expliquer. Voilà, reste avec nous. Ah là 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 là. À la fin, tu vas révéler ça? Ouais, je vais révéler ça. Okay. Donc je vous suis depuis Mika, vous la doublette. Depuis. En fait, j'ai même voulu vous faire intervenir dans un théâtre, mais finalement ma metteur en scène était pas très chaude. Ouais. Donc vous n'avez pas pu venir dans un théâtre en septembre dernier. Parce que c'était un théâtre. C'est l'inverse de LinkedIn. C'est l'inverse de LinkedIn. C'est-à-dire? Sur LinkedIn, on raconte toutes nos victoires et c'est un peu un théâtre où les gens racontent des choses beaucoup plus profondes. Exactement. Et tu voulais nous faire venir sur le son Startup t'as licencié. Oui. Et la vibe, elle était la vibe était pas la même. La vibe n'était pas la même et la metteur en scène n'était pas très chaude. Donc du coup, mais je vous ai traqué jusqu'à ce que j'ai une idée. Et après, je suis revenu vers vous en disant, les gars, faisons un rap ensemble et je suis prêt à la fois de vous proposer de mettre un billet et en même temps de vous proposer des idées sur les paroles. Enfin, voilà, le son, c'est moins mon truc, mais je voulais faire un truc, je sais pas ce que ça aurait été, mais je voulais faire un truc avec vous, quoi.
Donc, Pourquoi c'était important pour toi de parler du recrutement, de l'histoire du recrutement? Parce que tu nous as fait un premier brief sur Word avec plein d'idées. Tu as jeté dedans. Et d'ailleurs, tu me dis non, mais Laurent, c'est bon. Et Rass a dit non, mais Laurent, c'est bon, on en a assez là. Parce que je vais revenir à des trucs qu'on a déjà vus, mais le recrutement, c'est quand même un putain de métier qui est pas valorisé, qu'on s'en prend dans la gueule pas mal, et que quand je vois les retours qu'on a eus en commentaire, les gens ils disent merci pour ça, pas Laurent Broye, mais merci au recrutement, merci à vous, merci aux gens qui ont participé. Donc je pense que c'était un message d'amour à un métier qui en a besoin, parce que mine de rien, c'est quand même assez transactionnel comme métier, et qu'on est pris entre deux mondes, entre les managers d'un côté et les candidats, et c'est pas toujours simple à gérer. Et moi, je voulais le faire sur un format différent, fun, et avec votre son que j'adore. Et vous allez me prendre pour un teubé, mais sur Spotify, je me suis abonné à votre chaîne, donc avant même qu'il y ait la chanson, il était tout mal en On va pas dire recrutement. ça, parce que ça veut dire que ceux qui sont abonnés, c'est des teubés. Non, mais Oui, tu non, vois, non, c'est je que sais, j'écoute je sais. vraiment et je Ouais. voulais vraiment aller à fond sur le projet. Donc, Et pour nous, c'était pas évident, parce qu'en fait, au début, on s'est dit super idée de bosser avec quelqu'un sur un son à 3, etc. Et puis, plus on l'a fait, plus on s'est dit mince, si la personne revient sur certaines choses, sur le texte, etc., nous, ça va être compliqué de. C'est vrai que c'est une rebondir des dessus, premières ouais. collaborations, entre guillemets, commandées, là où, à l'inverse, on avait produit un livrable et on allait chercher des gens qui se reconnaissaient dans le son. Là, on l'a construit de A à Z ensemble. Ouais. Et à un moment, on s'est dit, s'il veut changer ce mot, tout le couplet ou toute la mesure doit La être changée, structure, ouais, ça va c'est être ça. relou, est-ce qu'on peut lui dire? Et au final, ça qui était cool, c'est que Tu nous as fait franchement, confiance. t'as jamais demandé une virgule de différente. On t'a envoyé la maquette, on t'a envoyé le son final après le mix. ouais, c'était génial, parce que en fait, vous m'avez demandé le style de musique, et je vous ai donné 2-3 idées. Ouais. Et derrière, en fait, j'allais pas toucher vos paroles, parce que sur les travaux, je me suis dit, et en fait, Nicolas Galita m'a donné la référence de rap, Ouais. qui correspondait à ça. Et en plus, je me suis dit, putain, la chanson est quand même un peu égocentrée, c'était pas l'objectif. Donc au départ, je me suis dit, putain, c'est quand même, ça fait le mec qui se la pète. Ouais. Mais je voulais pas toucher à ça, parce que c'était votre son, c'était votre travail, il y avait vraiment votre patte artistique, et je kiffais, quoi. Et je voulais vraiment garder l'énergie qu'il y avait dedans. Un truc que je tenais moi à dire, peut-être officiellement, je l'ai dit un peu dans différents comités, mais c'était aussi l'opportunité de parler de 10 ans de recrutement, ou 15 ans, 20 ans, les 20 dernières années. Vu que tu étais le personnage central, et bon, enfin, quand je dis personnage central, ça partait quand même un petit peu de l'environnement, même, on va dire, l'école du recrutement, on a fait La le clip fierté chez eux, d'être etc. recruteur, Ce qui, à un moment donné, et pour te raconter le off entre nous, a été un cas de conscience pour moi, c'est de dire, attention, moi, à un moment donné, j'étais, et puis bon, on connaît tous mes phrases avec Nicolas Galita dans le passé, etc. J'étais presque d'un courant qui était un peu différent de l'école du recrutement. Ouais. Donc je me vois mal faire un son à 100%. Comment est-ce qu'on peut représenter l'ensemble des courants? Et c'est là où on a commencé à rentrer Guillaume Alexandre dedans, Pierre-André Fortin. Pierre-André Fortin. Ouais. Et je trouve que on a eu peur à un moment que ça devienne une espèce de clash des générations, ou des tendances et des trucs. Et en fait, au final, ça fait un son vachement universel et fédérateur, et là je suis content. Et j'allais utiliser un terme œcuménique. C'est-à-dire qu'en fait, on a rassemblé. J'allais regarder. Pourtant, je suis un intellectuel. Non, mais le mot universel. Non, mais parce qu'on a réuni des vieux, des jeunes, des nouvelles générations, des anciennes générations. On a réuni des gens qui n'étaient pas toujours d'accord les uns avec les autres. Et il y avait vraiment quelque chose de. Tu vois, Guillaume Alexandre, il en a fait un partage LinkedIn en disant que ça l'avait vachement touché. Yes. Il m'a envoyé un message d'ailleurs aussi pour m'en remercier. Et je trouve ça. Tu vois, et c'est une façon aussi de remercier tous ces gens qui ont fait bouger le recrutement, les lignes et les choses, parce que tout ce qu'on voit là qui arrive aujourd'hui, où on se dit c'est normal, on a ça, la valorisation, les recruteurs qui dans les startups qui gagnent tous 100K, etc. On part de loin, parce qu'il y avait des comportements de merde, il y avait des pratiques qui étaient vraiment pas terribles. On a encore beaucoup de travail, mais en 10 ans, ça a vachement changé. Et pour moi, ce son-là, il était pour marquer l'étape de les choses ont changé en 10 ans. Voilà qui on doit remercier. Alors évidemment, c'était pas pour me dire moi, mais c'est tous les gens et tous les gens qui ont participé au rap. Il y a plein de gens encore que j'aurais aimé inviter qui n'étaient pas là, mais ça fait partie du jeu, et plein de gens m'ont envoyé des messages. Attends juste une seconde. Je veux juste rebondir si ça te dit là-dessus. Après, c'est pas commun d'avoir choisi le vecteur et le canal d'un son, de la musique, encore plus du rap. Et en fait, ça me fait penser à ce lien de
un peu un fil rouge, encore une fois, le buzzword de l'authenticité ou de vouloir faire quelque chose qui est en termes de communication un peu différent et sans vouloir faire la transition vers le débat de la marque employeur. On est tous autour de cette table à réfléchir à comment on communique différemment, comment on communique aujourd'hui sur un marché qui est un petit peu différent. Comment est-ce que ça, c'était quelque chose que tu avais aussi vu comme un espace aujourd'hui qui est possible, ce qui n'était peut-être pas le cas avant, entre guillemets, de faire un son en français, encore une fois, parce que le monde anglo-saxon a été un peu en avance. Et pour moi, je suis content d'avoir un son référence recrutement en France aussi là-dessus, tu vois. Et du coup, c'était quoi ta question? Oui, et ma question, c'est est-ce que toi, c'est quoi ta vision justement là-dessus sur l'espace qui se crée en France pour communiquer différemment, pour avoir, prendre plus de risques et revenir sur le sujet de l'authenticité au final. En fait, il y a deux choses. Toi, je pense qu'il y a le format et la forme. Le format, est-ce que déjà le format c'est déjà la forme, c'est déjà le fond en fait. Juste le fait de faire un rap, c'est déjà un message que tu envoies pour moi. Donc ça se suffit à soi-même. Évidemment, pour moi, j'ai fait un pas de côté parce que le rap, c'est pas mon univers musical. Il y a un type qui a commenté ah Laurent, c'est un gros pas de côté, je t'attendais pas du tout là. Et c'est un dirigeant d'un cabinet de recrutement qui voyait pas du tout dans cet univers-là et ça l'a choqué, mais agréablement, tu vois, les gens se disent OK, il y a un pas de côté, c'est hyper intéressant. J'ai un de mes potes, je me suis fait troller par mes copains, ils m'ont défoncé. Mais il a envoyé la vidéo à sa responsable com et il a dit bah voilà, tu vois ce qu'il faut faire, c'est ça. On parle de lui, il a trouvé une façon différente de présenter les choses. Il a dit c'est ça qu'il faut faire. Je dis ça notamment parce qu'au moment où moi j'ai commencé à collaborer avec Michael, c'est que lui il avait les codes de YouTube parce qu'il avait sa chaîne YouTube sur les mangas, etc. Et que moi je ne m'étais jamais posé cette question d'appliquer les codes de la vidéo des réseaux sociaux comme YouTube, d'être sur l'accroche, d'être sur des formats très courts, d'être très rythmé, de prendre de complètement démystifier les grands codes du monde professionnel. Et c'est ça que j'ai senti quand j'ai regardé un peu ta chaîne YouTube et de dire j'ai envie en fait de créer ce truc-là. Et est-ce qu'au final, c'est ça, tu as l'impression, toi, ton fil rouge? Est-ce que c'est un peu ton combat, entre guillemets, quand tu parles de marque employeur? Est-ce que c'est... En fait, moi, je suis parti d'un truc assez simple, c'est que j'ai bossé chez Cotton Square, qui est une super licorne. Et en fait, je suis arrivé dans les bureaux de Cotton Square et les gens étaient tous grands, beaux. Ils avaient des cheveux. Et quand tu parles avec eux le midi, leur projet, c'était des trucs de ouf. J'étais emballé de zinzin. Et quand je vais sur la page Welcome to the Jungle ou la page Cotton Square, c'est nous sommes un site d'analytique qui sommes là pour répertorier. Entre cette définition très standard, très sec, très, très froide, et moi, le bouillon qui se passe à l'intérieur, l'énergie, je me dis, il y a un delta. Et comme je viens de YouTube, j'ai une grosse chaîne qui marche très bien où je parle de manga. Sur YouTube, il y a des cuisiniers, il y a des entrepreneurs mythos, il y a des pâtissiers, il y a des maçons, il y a tout, mais il n'y a pas cet environnement startup, des gens qui prennent la parole et à côté, moi je bosse sur tel projet, j'ai tel truc. Et j'ai dit, si on arrive à mettre notre caméra dans les vrais boulots des gens qui savent s'exprimer parce qu'ils font des presse, machin truc, je suis sûr que ça peut marcher. Et à la base, c'est comme ça qu'on a essayé de... La difficulté de tout ça, c'est que dès que tu allumes une caméra, les gens sont pas à l'aise en fait. Ça les bloque en fait. Tu vois, et je le vois moi dès que je... Mais pourtant, je fais des podcasts internes pour des recruteurs. Et même un podcast, des fois, les gens sont hyper coincés. Donc ça, c'est ta projection, mais c'est hyper dur à vaincre en fait, ces peurs-là. Et le deuxième problème, ah non, mais ça, tu peux m'enlever? Ah non, mais ça, on peut pas dire ça. Et en fait, du coup, tu finis par faire un truc insipide qui représente pas parce que du coup, tu es en public et ça, alors que les gens comprennent pas qu'ils doivent anti-vendre pour attirer les bonnes personnes. Exactement. Et du coup, être authentique dans le sens premier du terme. Je déteste ce mot authentique. Il y a marque employeur authentique. C'est deux mots qu'on doit foutre à la poubelle parce qu'ils sont trop galvaudés. Mais tu vois, ils doivent anti-vendre et pour anti-vendre, il faut te cuire pas le nez. Ah bah c'est pas grave, on est chez Cotton Square, c'est pas ça évidemment qu'ils font, mais tu vois l'idée, ce serait presque ça. Et il y a personne qui est prêt à vraiment le faire et du coup c'est vachement dur. Sur le papier c'est beau, dans la réalité il y a vraiment, il y a pas encore grand monde qui est prêt à prendre ce risque-là. Moi j'ai deux frameworks pour répondre. Et tu tapes dans le mille, c'est hyper intéressant d'échanger avec toi. Le premier, je mets la caméra sur le côté et je te parle. Jusqu'à que tu te rendes compte qu'il n'y a plus la caméra. Et ça, c'est un truc qui fonctionne beaucoup. À l'inverse de Welcome to the Jungle, ils te mettent devant une caméra avec un prompteur et ils te laissent. Ouais, mais c'est pas... Leur objectif, c'est pas de faire
marque employeur, c'est d'avoir une page vitrine qui donne moi, je sais juste pas, une. Je pense pour beaucoup, quand tu dis marque employeur, c'est d'avoir une page vitrine. Ouais. Pour moi, avoir une page vitrine, c'est pas vraiment une marque employeur, c'est d'avoir juste une page vitrine qui présente. Et si tu vas aller plus loin, il faudra prendre ton putain de téléphone, désolé pour le putain, mais ton téléphone et appeler les gens dans la boîte, parce que c'est un truc qu'on voit de plus en plus. Ouais. Quelqu'un en parlait sur LinkedIn le jour, la prise de référence inversée. C'est pas toi d'ailleurs ? Oui, c'est lui. C'est toi ? C'est moi, mais sur une. Et la prise de référence inversée, c'est moi, je suis candidat. Avant de postuler, qu'est-ce que je fais ? J'appelle les gens dans la boîte pour avoir la réalité. Parce que Welcome to Google, c'est la vitrine, ça reflète pas la réalité. Donc une vraie marque employeur, encore une fois, là, on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est avant tout un truc interne qui reflète la réalité de la culture, de qu'est-ce qu'ils font les gens au quotidien, c'est quoi leur comportement en termes de culture. Même, je me suis beaucoup inspiré de les dev advocacy, et eux, leur truc, c'est qu'ils veulent que les développeurs en interne de ta boîte parlent aux développeurs externes, et que ça passe pas par le filtre ni marketing, ni communication, ni RH. Et en fait, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on va te faire une communication. Déjà, nous, tu dis, en fait, moi, je viens donner mon avis et ma vision sur ce que je vois chez toi, mais c'est mon avis, c'est ma vision, c'est ma voix off. C'est pas toi qui écris le script, et à tous mes clients. Hein. C'est vachement dur à vendre ça. Moi, c'est ça. Puis... C'est très dur. En fait, en réalité. Les clients viennent chez nous pour ça, en tout cas. Oui, non, mais bien sûr, je pense que certains, parce qu'ils ont des organisations plus restreintes, en fait, un grand groupe qui fait ça, c'est très compliqué. Ouais. Et moi, je le vois globalement depuis plusieurs années, mais en fait, dans toutes les boîtes où je suis passé, j'ai toujours senti que j'avais un truc un peu différent, que j'avais envie de le faire un peu différemment. Mais par exemple, en rencontrant Michael, il y a plein de prismes que moi, ça me titillait, tu vois, les fautes d'orthographe, de pas vraiment... Non, mais tu vois, on se prend la tête encore sur des détails. Tu veux dire qu'il fait des fautes et toi, c'est toi qui le corrige ? Non, il fait zéro faute. Non, mais depuis ChatGPT, j'en fais plus. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? En fait, je vais te dire pourquoi. Ouais. En fait, derrière, c'est le lâcher-prise. C'est que la plupart des gens ont un problème avec ce lâcher-prise, qui est que, en fait, c'est l'ancien monde où ne pas faire de fautes, que tout soit plus ou moins bien et que la cohérence du message de là à là réponde à ça, etc. Et la priorité dans le nouveau monde, en fait, et maintenant j'arrive à de plus en plus, et c'est ce que je fais quand j'écris un post, et je le disais dans un ancien post que j'ai fait, parce que j'ai redécouvert un brouillon d'un draft de post que j'avais fait il y a 5 ans que j'avais jamais posté. Tu parles d'un article sur LinkedIn. D'un article sur LinkedIn, pardon, où je ne l'ai pas posté parce que tout n'était pas parfait. À l'époque, je voulais que tout soit parfait, tout soit vérifiable, et aujourd'hui, en fait, je sais très bien que peu importe ce que je poste, il y aura quelqu'un qui va s'identifier, quelqu'un qui va retrouver de la valeur, même s'il y a une faute d'orthographe, même si c'est pas exactement le message. Et en fait, c'est ça où je pense que les grandes directions de communication, marques employeurs de grandes boîtes ont encore ce gap à chercher de lâcher prise. Tu te rappelles Startup ? On a sorti Startup, on a fait le clip, mais il y a des gens de notre entourage très proche qui nous ont dit sortez pas ça, vous allez vous faire tuer. Il y a des gens qui ont refusé de venir sur le clip, on peut pas dire qui ni d'indice. Parce qu'ils étaient dans des situations où ils pouvaient pas. Il y a des proches à nous, mais très proches, qui nous ont dit les mecs. Et grâce à ça, on s'est appelé, on s'est dit moi, qu'est-ce qu'on fait ? Mais moi, avec la peur au ventre, parce que bon, moi, à la rigueur, moi, j'en ai rien à foutre, mais je voulais pas te mettre dans la sauce. Et je dis qu'est-ce qu'on fait ? Et moi, j'étais en plein layoff chez Cotton Square. J'allais dire, t'étais encore chez. Ouais, j'étais encore chez Cotton Square en plein layoff. Et on s'est dit vas-y, ça a été. On a eu un succès. Je pense que c'est notre meilleur son au niveau impact. Enfin, à part Il était une fois où ça a eu un truc qu'on a monté de niveau. Mais à cette époque-là, par rapport au premier, avec un propos et tout, ça a eu un succès. Est-ce que toi, dans tes clients, et après on clôt le débat à marque employeur, mais dans tes clients talent narratif, tu as des grands groupes qui sont aujourd'hui capables de prendre ces risques-là, ou tu penses Non, j'ai pas de grands. Alors j'ai des grands groupes, mais ils prennent pas ce risque-là. Moi, je fais un podcast, tu vois, pour, je peux le citer, un Groupama. C'est un podcast interne où on interviewe des gens qui ont bougé en mobilité pour justement pousser la mobilité en interne. C'est très sympa. C'est une autre forme d'authenticité pour le coup. Mais vraiment, les gens il n'y a pas beaucoup il faut parfois faire attention à ce que tu dis. Mais si c'était de la vidéo, je pense que ça serait plus compliqué. Parce que certaines personnes arrivent très stressées, alors que je dis, non, c'est de l'audio posé, etc. Ils arrivent. En fait, c'est pas simple parce que les gens s'exposent, en fait. Vous êtes habitués, alors ça, on va en reparler, mais parce que vous êtes habitués à la caméra. Mais la plupart des gens ne sont pas habitués à la caméra. Et ça, c'est un exercice. Ils sont devant leurs collègues. Il y a quand même il y a une pression, quoi. Il y a leur manager. Je peux faire un parallèle. Vas-y. Je te coupe, mais je viens, dans le dernier épisode, on parlait du mensonge en entretien.
Avec Et lui, il Etienne, était team en mensonge et moi, j'étais team non, faut dire la vérité, faut s'assumer, c'est là où tu fais l'impact, tu fais ta différence et tout. Et lui, il disait, mais c'est super discriminant de dire ça. La plupart des gens, 99% des gens, n'ont pas le CV, le bagou, le machin. Ils ont besoin de manger, donc ils mentent en entretien. Et là, je fais un petit parallèle parce que toi, tu dis l'authenticité, c'est bon, la caméra, machin, etc. Et en fait, je pense que toi, tu viens de soulever un autre point qui est que la plupart des gens, en fait, nous, on est à l'aise effectivement parce qu'on a ce luxe, entre guillemets, aujourd'hui, de parler comme on parle, de quand même d'être crédible, même si on balance des balèques et tout, machin. Mais la plupart des gens, ils découvrent ce monde-là. Donc, c'est toi qui es discriminant en disant qu'il faut être authentique dès le début. Je vais même rebondir dessus. J'ai déjà des clients, je dirais pas les noms, qui se sont figés devant la caméra et je les ai pas facturés et j'ai pas sorti le truc parce que oui, parce ça, que le produit final. que oui, ça me va pas et ça t'ira pas non plus. Et il y a des gens qui sont complètement figés dans la caméra, ça arrive. Tu ne sais jamais le jour du tournage. Enfin, c'est pour ça que tout le monde parle de marque employeur et tout. Et c'est quelque chose de très compliqué à mettre en place, surtout si tu veux essayer de faire quelque chose qui pète un peu comme ce qu'on a fait pour Happy Hour et qui a très bien fonctionné. Mais on parle depuis janvier avec Alex Ego sur qu'est-ce qu'on fait. Il y a des idées. Non, moi je veux pas faire ça parce que ça ressemble trop à ce qui a déjà été fait. C'est quoi ton énergie, c'est quoi ton style d'humour. On a bossé de fou, on prenait des cafés, on s'entend très bien. Et on pourrait arriver à ce truc-là. Et avec d'autres clients, des fois ça marche pas au bout d'un moment. Et puis moi j'ai pas envie de te faire ta vidéo en fait. Au bout d'un moment, si je sens que ou ton propos ou ton machin ça me transcende pas, je vais te dire je suis pas la bonne personne. Ou toi, et des fois, tu as le bon discours, c'est la bonne personne, et en fait, tu arrives le jour du tournage, il n'y a pas d'énergie, et je préfère pas. Ouais, tu te retrouves à côté. Non, je préfère pas tourner. Mais en tout cas, ça reste un sujet compliqué, parce que, en fait, il y a une boîte qui s'était lancée pour faire des vidéos pour les entreprises, pour les présenter, qui n'est pas Welcome to the Jungle, et au bout de 1 ou 2 ans, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a Com qui le fait. Et ils avaient pivoté, c'est devenu une plateforme qui mettait en relation les boîtes avec des freelances vidéo. Ouais, mais je peux comprendre ce pivot en fait. Et parce que c'était compliqué d'en vivre, parce que voilà, ils racontaient l'histoire de la boîte. C'était vraiment un Welcome to the Jungle, mais adapté. Ouais. Ils n'ont pas réussi à trouver un modèle économique. Donc effectivement, il y a Commedia qui le fait. Qui le fait bien, ouais. Mais ils le font, ils font... Mal. Il dit, toi, tu dis bien. Non, j'ai pas dit mal, mais... Harold, il fait de la boxe en plus. Putain, fais gaffe. Bref, non, il y a un truc que je voulais quand même dire qui est intéressant, c'est pour donner des datas sur ce qu'on est en train de se dire et parler du clip quand même pour terminer sur le sujet. Ouais. On a fait quasiment plus de 100 000 impressions sur la vidéo qu'on a partagée il y a 2 semaines, 3 semaines. Ouais. Et donc c'est quand même énorme et l'impact a été gigantesque en fait. Il était une fois le recrutement, ce pas de côté qu'on a fait ensemble, ça a très bien marché et je me suis éclaté. Et ce que les gens devinent, c'est qu'on a passé quasiment une journée entière à faire un clip et on s'est marré. On s'est marré, on a fait tout et n'importe quoi. En fait, comme on voit juste 5% de ce qu'on a fait, on s'est poilé quoi. Et c'est la première fois moi que j'ai un impact dans la réalité parce que les chiffres, on a l'habitude d'avoir des chiffres, des gros chiffres, des bas chiffres, etc. Et depuis les événements que je rencontre des gens depuis le clip, il y a une personne sur 2 qui me dit putain c'est fou ce que vous avez fait, bravo. Je suis parti chez Avisio, il y a des private jokes avec Henri de Lorgeville, machin truc, mais partout quoi. Qui a priori ne sait pas danser, qui fait genre un truc comme ça. Et il monte une boule de rouge à un moment. Mais il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé. C'est marrant de parler de ça parce que quand on brainstormait souvent il y a 1 an, 2 ans, et moi depuis des années, parce que bon, je fais du rap depuis très longtemps, etc. Je me suis toujours dit en fait c'est un putain de team building de créer un son, d'écrire un son, de tourner un clip, d'aller en studio, et je l'ai fait dans plein de boîtes en off sans en parler en public, etc. Et en fait, c'est ça qu'on oublie, c'est que c'est un super moment où les gens découvrent aussi un milieu qui est un peu qui fantasme un peu cette histoire de tourner un clip, faire un son, être derrière un micro, et même le rap, qui est un peu bon aujourd'hui c'est très pop, mais le rap, mais ça reste quand même un peu subversif dans certains esprits. Ouais, plus beaucoup quand même. C'est devenu grand public. Mais c'est vrai que c'est du coup, c'est peut-être les types de projets que je kiffe le plus. Ouais, tu m'étonnes, non, mais ça fédère, il y avait énormément de monde ensemble, j'ai trouvé ça... Non, c'était je suis en train de regarder les chiffres que je voulais vous donner, mais je crois que j'avais encore d'autres chiffres, mais il faudra que je les retrouve. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a très bien marché et qu'on a...
tu vois, alors nous, c'était un projet un peu différent parce que c'était aussi une collaboration ensemble. Ouais. Mais le résultat, que ce soit pour vous ou pour moi, était génial. Moi, parce que mon idée, c'était vraiment de rassembler. Vous, c'était de montrer ce que vous étiez capable de faire. Ouais, je pense qu'on a Et je passé pense un que de cap, ce point de ouais. vue-là, on a coché toutes les cases Ouais. et ça apporte une autre vision parce que je voyais aussi des commentaires de mecs qui sont en dehors du recrutement, Ouais. qui sont assez critiques, hein, on va pas se leurrer, qui disent « Ah, fait du bien de voir un truc un peu frais ». Ouais. Où il n'y a pas juste des mecs qui disent voici mon offre, oh putain, Ouais. on est les meilleurs. Non, il y a un truc différent, on se rassemble, on s'éclate. Et le message, je trouve, il est différent de ce qu'on envoie d'habitude. Et ça a marqué le coup. Ouais, enfin, là tu parles des chiffres et c'est hyper important, je pense, au niveau chiffres. Moi je suis très orienté chiffres. Et quand on a fait une collab avec toi, moi je me suis dit, ouais, déjà, nous, si on a le message, on a la rampe de lancement Laurent, on va toucher un autre public. Et dans tous les gens qui ensuite j'ai rencontré en vrai et qui m'ont parlé, c'est des gens que j'aurais pas atteints s'il n'y aurait pas ta communauté, ton truc. Donc je pense qu'on a vraiment passé un cap. De vieux, il a voulu dire. Ta communauté plus large. Beaucoup Oh plus là large. là, il est plus corporate que toi alors que c'est toi le corporate. C'est ça en fait. C'est ça. On sait pas, mais c'est une excellente transition. Qui est corporate, qui est Qui est introverti, corporate, qui est qui qui est qui. Mais ouais, juste pour finir, au niveau des stats dans la marque employeur, ce que j'essaie de mettre en place aussi, c'est d'avoir des KPI mesurables pour essayer de qu'on prenne cette chose au sérieux qu'est la marque employeur. Alors, il y en a qui vont la défendre. Oui, c'est un marque employeur, tu trouveras personne. Frérot, Lydia, je pense qu'il y a toujours des gens qui postulent chez Lydia. Pour Non, mais être honnête, donc Mika, tu peux faire n'importe quoi. tu fais pas de la marque employeur, tu fais de la com vidéo. On va s'arrêter tout de suite. Je sais pas. Genre, quand tu as un Alexandre Guégo, quand tu lui fais une vidéo, c'est pour qu'il soit visible autant pour ses clients que pour ses candidats. Donc, c'est pas de la marque employeur. Si c'est la marque d'employeur, ça serait, tu dirais, j'aide Alexandre à recruter ses consultants. Ça serait ça de la marque employeur. Je sais pas. Je pense que pour moi, tu fais de la com vidéo, comme moi, je fais de la com pour aider à la visibilité. Je sais pas. La marque employeur est un mot, certains imaginent pouvoir en dessiner les contours et d'autres non, je sais pas. Moi, comme tu me le dis, je pense que je fais de la vidéo pour les boîtes. Ça peut être la destination des Mais candidats. c'est bien faire de la vidéo pour les boîtes. Je sais pas si c'est bien ou pas, ni ça, ni marque employeur, mais l'aspect que je veux mettre au centre, c'est les KPI. Et le fait est que j'essaye, et c'est dur, de mesurer l'impact de cette chose-là pour pas qu'on dise tout et n'importe quoi de la marque employeur et qu'on dise, pour certains, c'est le fait de répondre aux annonces. Pour d'autres, c'est de faire un site vitrine. Pour d'autres, c'est une job desk bien faite. J'ai l'impression qu'on peut dessiner un peu les contours de la marque employeur et que tout rentre dedans. Bah oui, mais déjà entre nous trois, on sera pas d'accord. Même entre nous, là, quand tu me dis Même ça, entre nous moi, deux, ce qui est plus important pour moi que le KPI, le reach, les leads, les trucs, c'est que quand je le regarde, je vais te faire un feedback de me dire il s'est passé quelque chose. Je suis content que tu fasses ça parce que je l'ai jamais vu Ouais. et c'est pas fake, c'est nouveau, c'est frais, etc. Tu vois. Et donc toi, tu es plus sur les KPI. Donc en fait, chacun a sa vision moi, de ce que c'est qu'une bonne communication. Je suis en front avec les clients et quand j'échange avec eux, j'ai ce besoin, peut-être du recrutement, de dire on va essayer de faire en sorte que ça fasse de l'impression. Moi, quand je fais une vidéo avec quelqu'un, je travaille aussi le texte, l'accroche. À quel moment il doit le poster. Je lâche pas ma vidéo comme ça et tu te démerdes en fait. Ou même si tu voudrais le faire, je te dirais non, tu vois. Moi, si on sort la vidéo, faut que je te dise quand, faut que je te dise comment, pour que ça pète et qu'à la fin, bon, on s'est éclaté. C'est beau artistiquement, mais il y a des chiffres. C'est mon exigence après. Non, mais ça, c'est bien. Peut-être que je me trompe. En tout cas, c'était un succès cette collaboration. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Peut-être à refaire. Moi, on va en parler. Mika, moi j'avais un sujet à voir avec toi. Tu as poussé un certain Nicolas Guelita à faire un post sur LinkedIn. Yes. Qui m'a beaucoup parlé parce que, alors, évidemment, j'ai pas vécu ce qu'il a vécu et je vais commencer par raconter l'anecdote. Avant que l'école de recrutement existe, ça s'appelait LinkHuman. Peu importe. Si, moi je te vois pour la petite anecdote, je te suis depuis longtemps et je crois depuis LinkHuman. Ah bon la première fois dans le brouillard où j'ai entendu ton nom. Ouais. Dans le brouillard. Dans le brouillard. Parce que j'ai dans parlé le brouillard. Et quand j'ai lancé la boîte, on était à deux dans un appartement parisien qui faisait 20 mètres carrés. Et donc on passait régulièrement devant une concierge, Nicolas, machin. Et régulièrement, quand on passait tous les deux, on passait ensemble. Quand il venait tout seul, à chaque fois la concierge s'arrêtait et dit: Monsieur, vous faites quoi ici? Et à chaque fois, et un jour, il s'est énervé. Il disait: mais pourquoi vous me demandez ça à moi tout le temps? Et moi, je l'ai vu de mes yeux vus. C'est-à-dire que cette forme de charge raciale qu'il avait à subir,
Et dans certains événements, c'est pareil. Je rentrais, et lui, il se faisait arrêter, genre, mais monsieur, non, il est avec moi, on est ensemble. Régulièrement, ça lui arrivait. Ouais. Donc, et ce qui était intéressant dans le post que tu l'as poussé à faire, Ouais. c'est qu'il racontait le fait que la charge raciale qui pèse sur lui, elle se retrouvait dans son comportement. Et son comportement, tout le monde disait, mais putain, mais Nicolas, quand t'es à la Martinique ou en Guadeloupe, je crois que c'était Guadeloupe, t'es vachement plus sociable, tu parles avec tout le monde, etc. Et lui, il disait, bah oui. Et quand je suis en France, pour moi, c'est plus compliqué. Ouais. Parce que j'ai cette charge qui parfois me tend, en fait, et m'oblige à m'adapter, en fait. Ouais. Et toi, tu disais que ça t'avait vachement parlé parce que tu viens de banlieue et que toi, comme Rassam d'ailleurs, vous avez dû aussi vous adapter à un milieu qui est quand même, dont les codes sont un peu différents des vôtres, quoi. Ouais. Moi, c'est à la base un texte qu'il avait écrit sur Twitter, qui est beaucoup plus long, je crois. Je crois aussi, ouais. Et c'est une remarque de sa copine qui lui dit: ah tiens, on était en vacances et je t'ai trouvé très extraverti alors que tu te revendiques introverti, que tu l'es dans la vie de tous les jours. Et lui, et ça a débouché un scope que j'avais jamais vu avant, et c'est pour ça que je le dis, c'est génial ce que tu as écrit, c'est qu'il parle pas de racisme, de différence, etc. Il te parle juste de consommation d'énergie. Ouais, Il te dit juste, mais moi, en fait, je suis devenu introverti parce que l'extraversion me coûte en énergie. Et j'en veux pas aux gens, en fait. Et il cite plusieurs exemples. On m'appelle Maître Gims une fois sur deux. On veut me faire des blagues. Non, parce qu'il avait mis des lunettes parce qu'il avait un problème aux yeux. Un problème aux yeux. Il en veut pas aux gens. Il se dit juste que, en fait, ces micro-agressions que tu te prends tous les jours, c'est ça. de devoir revendiquer ta ville, ton origine, etc., ça prend un peu d'énergie. Et moi, j'ai toujours été, je pense que je me suis toujours hyper adapté. Et en fait, Nicolas m'a fait me rendre compte que ça me consommait de l'énergie, en fait. Et à partir de cette nouvelle grille de lecture, je me suis dit, ah putain, mais c'est vrai que parce que je viens de banlieue, depuis que je suis arrivé sur Paris après mon école de commerce pour travailler, etc., j'ai dû apprendre tout un tas de choses culinaires, artistiques. Si je me suis mis à lire beaucoup de bouquins, c'est parce que aussi, des fois, j'étais là le midi, ça parlait de certaines œuvres littéraires que j'avais pas lues, et moi, je me sentais un peu comme un con, alors que d'habitude, je suis celui qui fait rire, je suis qu'au milieu du centre de l'attention, je suis le blagueur de service, et là, j'avais plus les refs pour pouvoir faire mes blagues. J'avais plus les trucs, donc je me suis mis à lire comme un taré. Les références culinaires, c'est pareil. Tu rentres, t'es partout, je pars en Bourgogne, je fais un fricassé de machin. Je sais pas du tout de quoi tu parles. À part des grecs et des plats de base, frérot, je suis du père. Aller au restaurant, quand ça commande le vin rouge, je savais pas trop quoi prendre. Et donc, du coup, j'ai dû beaucoup apprendre et ça m'a pris beaucoup d'énergie. Et moi, je veux pas être dans un truc où je viens de banlieue, où j'ai pas eu d'argent, donc je suis différent, donc le monde est dur, etc. Par contre, je me reconnais totalement dans le dire, ça m'a coûté de l'énergie. Et je trouve que c'est une belle façon de dire ce que nous on ressent sans accuser l'autre je comprends. de racisme ou de machin. Et c'est pour ça que ça m'a parlé. Je comprends. Et je lui ai dit, mec, essaie de le prendre sur LinkedIn parce que tu tiens un truc, je trouve. Et d'ailleurs, pour la genèse, c'est Nico, c'est quelqu'un qui s'exprimait pas mal sur LinkedIn sur ces sujets il y a quelques années. Il a arrêté justement parce qu'au moment où il commençait à parler des sujets liés au fait qu'il soit noir et comment lui il le vit au quotidien, il en a parlé souvent dans des articles et en off, c'est que sur Twitter versus LinkedIn, il avait beaucoup plus de trolls sur LinkedIn au premier degré là-dessus qu'il arrivait finalement en termes de charge et de pollution mentale, et il a arrêté de s'exprimer sur LinkedIn sur des sujets trop clivants, même sur le recrutement sur certains sujets, et il est passé plutôt sur Twitter. Et là, c'est vrai que le fait que tu l'aies relancé, moi à titre perso, ça me fait plaisir de le revoir sur ces sujets-là, parce que je trouve que LinkedIn, maintenant, peut-être quelques années plus tard, est aussi un peu plus à même à entendre ce message-là sans forcément tout de suite. Il a cartonné en termes de likes. Il a fait 600 likes. Je crois que j'ai vu 800, moi, je crois. 800 maintenant, parce que les gens s'identifient comme toi et c'est même pas une question pour le concernant, je parle à sa place parce qu'il en a parlé plusieurs fois avec nous, c'est que lui, son sujet, c'est même pas la banlieue ou pas la banlieue. Lui, c'est les dom-toms et la métropole. C'est noir ou pas noir. C'est d'être racisé ou pas racisé, et il n'a pas forcément grandi en banlieue, etc. Pourtant, c'est là où, effectivement, comme tu dis, les différences ou la façon dont les gens te perçoivent ou peuvent commencer à tout de suite te mettre dans une case ou mettre une étiquette, tu soit te conformes dans l'antithèse, et c'est là où on raconte souvent, je sais pas si tu vois l'image du bounty, c'est le bounty ou le harki chez les Robeux, ou le babtou ou le francisé entre guillemets qui renie ses origines, parce qu'en fait
pour ne plus être mis tu vois, systématiquement dans ces cases-là, tu essaies d'effacer au maximum T'en fais plus, ces trucs-là, et tu en fais plus que les autres. Comme tu Ouais. dis, tu veux être plus royaliste que le roi, Ouais. soit effectivement tu gardes cette espèce de ligne et qui, il y a quelques années, était très dure, et c'est là où je sens qu'aujourd'hui, il y a un espace en France dans le milieu professionnel, sur notamment LinkedIn récemment, où je trouve que c'est très cool, c'est qu'un discours comme le mien, un discours comme le tien, est entendable, et en même temps, on continue à être crédible professionnellement parlant, c'est pas... sans être complètement décrédibilisé et mis de côté comme un espèce de paria ou rebelle. En fait, on est chaud au taf. On peut produire de la plus-value professionnellement, faire de l'argent, etc. Et en racontant quelque chose sans devoir, tu vois, masquer cet aspect-là. Et ça, c'est un kiff. Et toi, Rassam, sur le sujet, comment tu l'as vécu ce que disait Mika? C'est un truc que tu as vécu? Oui, bien sûr. Moi, je l'ai vécu. Moi, je suis arrivé en France tardivement parce que du coup, j'ai plein de façons de voir. Je suis arrivé en France à 7-8 ans, donc j'ai dû apprendre le français sur le tard. J'ai dû. Donc, la perception de ce qu'est un immigré en France, la perception de ce qu'est un banlieusard versus Paris, même dans les écoles, dans les cabinets de recrutement. J'ai fait des cabinets de recrutement que j'appelle, sans aucune connotation péjorative, l'école de la rue du recrutement, parce que c'était on recrute qui tu veux du moment que ça prend des rendez-vous. Je suis rentré dans des cabinets où il fallait, tu vois, c'était les fameux consultants avec un background financier, etc., les fameux diplômes qu'il fallait avoir. Je suis rentré dans ce monde-là aussi, où j'avais là, pour le coup, pas les codes, j'étais perdu. Et là où je trouve, je l'ai beaucoup raconté sur cette histoire de porter le costume, de lâcher le costume, etc. Moi, je me suis mis dans ces codes-là. Justement, je me suis un peu... tu portais le costume tous les jours. Ouais, je me suis vraiment fondu dans la masse et essayé de trouver tous les codes pour être tu vois, vu comme un père, vu comme quelqu'un d'expert, etc. Une fois que j'avais l'expertise et que j'ai vu que c'était possible de commencer à redevenir moi-même, c'était très cool. C'est là où tu as enlevé le costume et tu as commencé à retrouver... Exactement. Et ce que j'ai dit là récemment sur deux, trois trucs, c'est qu'il y a une espèce d'hypocrisie dans le monde de la French Tech aussi. Alors c'est un peu une espèce de pensée niche là que je lance, je l'ai pas vraiment réfléchi, mais en fait pour des gens qui pendant des années se sont fondus dans la masse pour enfin être acceptés et vus comme quelqu'un de crédible, etc., voir le monde de la startup nation et de la French Tech s'assimiler à des codes de décontraction urbaine, ou tu vois, si je vais un peu plus loin, des codes de la rue, wesh gros, on se check au taf, frérot. on est frérot, ça, frérot, wesh frère, wesh nani, on vient en basket, nani, on écoute du rap, et sauf que on a des potes qui vont regarder ça en mode ah bon c'est quoi, moi j'arrive aussi du coup. Ah bah non, toi non, parce que t'es vraiment comme ça. Tu vois, et donc là c'est la limite. Et donc cette hypocrisie là, moi tu vois, pendant des années je me suis plutôt mis dans des codes en mode maintenant je suis en mode mais c'est trop facile, tu vois. Et donc c'est quoi le terme c'est l'appropriation culturelle entre guillemets. Je veux pas employer des gros mots, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là aujourd'hui dans le monde startup qui m'irrite un peu. Le style de Joule, mettre bande organisée dans les pots. Mais sauf que in fine, la diversité, tu la retrouves pas vraiment, dans le sens où c'est juste de façade, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors là, on est d'accord, j'ai fait un podcast avec Christelle Vaugelat-Calipé, que je salue d'ailleurs. Qui a fait aussi un truc pas mal à la suite du poste de Nicolas Galita, je pense, inspiré sur l'avenir de sa fille. Oui, exactement. Et elle raconte justement le manque de diversité dans les startups. Tu regardes, tu vas sur Welcome to Jungle, tu regardes les 50 premières startups, tu fais... Moi, je le dis souvent, je le dis en sketch le 6, mais tu prends l'application Welcome to Jungle sur Instagram, tu regardes tous leurs posts, tu as pas une seule personne racisée. Tu n'as que des blancs. Ouais, toi, sur Instagram. T'es sur le contenu même Instagram. Mais tu vas loin. Ouais, mais t'as raison. Et en fait, il y en a une. Et tu sais c'est quoi son sujet? Attends, quand tu dis il y en a une, il y a une personne. Finalement, il y a une personne racisée. Et tu sais c'est quoi son sujet? Non. Les cheveux crépus. C'est-à-dire c'est un sujet sur les cheveux crépus. Sur le contenu. Ah, ok, j'y suis. Ouais. Et ils parlent de discrimination, ils vont parler de diversité, ils vont parler... Mais c'est que des blancs. Mais c'est le reflet de leur public. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, Christelle, elle dit, moi, je lutte contre ça, quoi. Et je mets en place des actions de sourcing
pour aller chercher à des endroits différents. Ouais. Elle avait l'université d'Evry. Donc elle a dit, je vais aller chercher dans des endroits différents, des gens qui n'ont pas forcément de diplôme. Enfin, tu vois, elle est obligée d'aller faire... Parce que sinon, par exemple, la cooptation, Ah oui. si tu fais de la cooptation dans une start-up, ça ne fonctionne pas pour avoir de la diversité. Ouais. Après, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et encore une fois, pour rebondir, parce que récemment, j'ai dit ça dans un autre podcast, c'est que moi, je suis plutôt d'accord à ne pas jouer... En fait, c'est le double discours et l'hypocrisie. C'est que les startups et même les scale-up sont dans une course à la survie, de l'excellence, de la performance, de la rentabilité encore plus aujourd'hui. Ouais. Et en fait, le combat de la diversité, réelle diversité des backgrounds, des diplômes, etc., en fait, c'est un luxe qu'ils peuvent pas se permettre. Souvent, qu'ils peuvent pas se permettre. C'est plus dans les Et donc, priorités. Quoi. autant l'assumer, de dire voilà, nous on est dans une phase où on a besoin des meilleurs et bon, malheureusement aujourd'hui les meilleurs sont dans les meilleures écoles ou ils sont de telle ou telle catégorie sociale. Alors, c'est pas entendable comme discours. Hein. C'est peut-être entendable, mais je préfère. C'est peut-être pas entendable, mais je préfère ça que de dire nous on est champion de diversité, etc. Et en réalité, tu vois très bien que c'est un peu de la poudre aux yeux, tu vois. Donc c'est vrai que ça peut des fois être beaucoup de com et pas beaucoup d'action, quoi. Après, il y a plein de startups qui nous écoutent, peut-être qui font des actions incroyables et qui réussissent à créer des équipes incroyables avec plein de gens, mais globalement, c'est la tendance. Il y avait un autre aspect que je voulais aussi développer, c'est Juliette Delas qui m'en a fait me rendre compte. C'est quelqu'un que j'accompagne beaucoup. Tu vois, c'est qui Juliette Delas? Très bien, Juliette qui a annoncé aujourd'hui ouais, sur LinkedIn son nouveau post. Ouais, super femme numérique avec Elisabeth Moreno. Et on a fait des vidéos ensemble. Et sur l'une d'elles, elle m'a dit Mickaël, t'as l'air hyper sensibilisé sur le truc. Tu m'as déjà invité plusieurs fois dans des interviews, en clip, etc. Mais tu viens jamais aux événements de parité. Et j'ai dit, ouais, je sais. Et si tu veux, on peut en faire une vidéo pour en parler. J'en parle. Et je lui dis que je suis tellement dans mon... En fait, moi, ça m'a demandé tellement d'énergie de venir dans le monde de Paris, de connaître vos codes, que je me suis complètement occulté que entre vous pouvait y avoir même des disparités femmes-hommes et d'autres combats. En fait, pour moi, vous êtes tous parisiens de Paris ou blancs et tout va bien. Et en fait, déjà, moi, il m'a fallu énormément de temps pour comprendre qu'entre vous, pouvait y avoir des inégalités. Et des fois... Et cette énergie dont parle Nicolas Galita qui nous a coûté, peut-être, et ben ça m'a complètement occulté des autres formes de discrimination possibles. Et aujourd'hui, j'ai dû peut-être décentrer un peu mon petit focus moi-même et auto-centrer ton petit problème pour aussi comprendre les problèmes des autres et que chaque personne pouvait avoir aussi des problèmes de discrimination, que ce soit sur la parité homme-femme, le handicap visible, non visible, et nous, la banlieue et ce genre de choses, quoi. Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec vous aussi qui m'a beaucoup touché parce que je savais que vous étiez comme ça, parce que les fois où j'avais échangé avec vous, je le sentais. C'est que contrairement à ce que les gens croient, vous êtes, alors surtout Rassam, plus que sur les deux, mais vous êtes plutôt introverti. Et que parce que vous faites du rap, ça ne veut pas dire que à chaque fois que vous allez avoir des nouvelles personnes, vous allez leur taper dans la main, ah putain, je suis cool frérot. Ouais. Et que voilà, il faut respecter qui vous êtes. Et je trouve que c'est un sujet qui est important pour moi parce que alors, les gens de l'école de recrutement le savent, les anciens, que moi, pareil, je suis comme vous, je suis un introverti. Ouais. Mais ça se voit pas parce que je donne le change. Ça me coûte de l'énergie aussi. Alors, pas la même que ce que je disais tout à l'heure, mais ça me coûte de l'énergie d'être en public. Mais je donne le change, je suis très à l'aise, je serre les mains, je vais voir les gens, etc. Mais je rentre chez moi, je peux rester 2 jours ou 3 jours sans voir personne, je suis très heureux. L'opposé de ma femme, qui a besoin de voir des gens tout le temps en permanence, donc il faut qu'on s'ajuste. Ouais. Et vous êtes comme ça tous les deux, dans une moindre mesure, Mika. Ouais. Comment vous voyez le fait que, parce que vous faites un rap, vous êtes les mecs les plus... non, vas-y. Non, mais moi, c'est une remarque qu'on m'a fait souvent, récemment d'ailleurs, parce que plus je prends la parole sur les réseaux, sur LinkedIn, etc., plus effectivement... Plus il y a un décalage. Il y a un décalage et les gens ont une image... ils se préparent à une image... Entre guillemets, ça fait un peu restat de dire quand ils me rencontrent dans la vraie vie, mais genre c'est dans un endroit où on se rencontre dans la vraie vie, où ils s'attendent à avoir quelqu'un de très sociable, très à l'écoute. En fait, c'est l'écoute, moi qui, à la base, et je l'ai quand même un peu dit dans certains posts, je suis plutôt un sauvage, dans le sens où un antisocial, asocial plutôt, j'ai pas envie de parler aux gens, ça me coûte d'aller parler aux gens. Et en fait, aussi par rapport à une espèce de un peu ce que je te disais avant sur le fait d'avoir fait beaucoup d'efforts et vu la réalité de différents mondes,
En fait, je refuse de tomber dans le cliché, par exemple, du rappeur sympa ou du mec sympa de la diversité, tu vois. Et en fait, ça donne une espèce de côté distant. Alors, c'est vrai qu'au moment où je suis peut-être sur scène, dans un talk, dans une présentation, je suis à l'aise totalement. Mais effectivement, je me retrouve dans ce que tu dis. Je suis pas... C'est pas le mec du small talk, quoi. Non. Tu vas pas parler météo. Encore une fois... Peut-être certains me voient et me disent si quand même et tout, mais c'est que ça me coûte et globalement, je pense que dans plein d'endroits, et c'est là où peut-être on est un peu différent. C'est vrai que même entre Mika nous, plus, je suis un peu en retrait par rapport à toi dans des events et tout, parce que je suis vite saoulé. C'est pas que je suis saoulé, mais je refuse de jouer parfois un rôle qu'on attend de moi, tu vois. Alors que je l'ai moi-même servi sur un plateau 2 secondes avant, tu vois, sur un contenu, tu vois. Mais c'est le paradoxe. Effectivement, c'est un paradoxe. Et il faut que les gens en aient conscience. Comme ça, ils vont te laisser tranquille dans le Ouais, non, mais après, je demande pas à ce qu'on me laisse tranquille. C'est juste que c'est déjà arrivé, même j'ai une anecdote, hein, c'est déjà arrivé qu'une personne vienne te voir et te reproche, oui, Rassam, il faut que je te dise, tu souris tout le temps, alors que là je te vois et tu fais la gueule, donc t'es un peu faux, machin truc. Moi j'ai déjà vu en fin de soirée des gens lui dire ça et on est super gentils, on dit désolé, on n'était peut-être pas dans le truc et tout. On traverse la rue, on va se poser pour prendre une bière. Oui, tout à l'heure, je suis désolé, je te l'ai dit, mais je suis honnête, c'est ce que je pense. Et t'as envie de dire, frérot, c'est bon, tu t'arrêtes. Ouais, quoi. ça va, tu vois. Oui, je suis pas bien ou j'ai pas envie de sourire. Enfin, mais tu peux venir me parler, tu vas venir me parler. Mais je vais pas être. C'est clair. Et ouais, ça arrive. Moi, j'ai déjà vu arriver avec. Bon, en tout cas, Mika, toi, t'es plus à l'aise. Globalement, toi, c'est plus facile. J'ai une certaine ironie, donc je peux small talk pendant longtemps. Et lui commence à la deviner. Il commence à me reconnaître quand. Quand il small talk et que ça te saoule. En fait, je small talk, mais je suis ailleurs. Et je crois que je commence à tendre tout doucement vers l'introversion aussi, parce que j'ai une activité maintenant qui fait que je suis beaucoup sur le PC, etc. C'est le mec qui déteint sur toi, en fait. Ouais, si, il y a de ça. C'est lui, là. Mais je pense qu'il y a des âges aussi, il y a des trucs, au bout d'un moment... Moi, j'aime bien donner mon énergie dans un moment précis, comme un match de foot, comme un truc. Et voilà, il y a une vidéo à faire, paf, je me mets en pleine énergie, ensuite je vais m'éteindre. Et en soirée, c'est pareil. Il y a des fois, moi je suis endormi, lui il arrive, quand la sortie boutin de Nicolas Galita, il arrive, il te fout un bordel. Ouais, Nicolas, j'ai un truc. Après, il se met sur pause et c'est moi qui démarre. Ou quand on a fait le clip, j'étais en bout d'énergie vers la fin et lui, il a dit hey, tout le monde, ça c'est le clip. Les paroles, c'est ça. On chante. C'est vrai que t'as repris de l'énergie. Et en fait, à la il fin reprend du clip. quand il se sent un peu fatigué. Et je pense qu'on des fois, on alterne sans même le dire. Mais... Bon, les gars, quand est-ce qu'on rebosse ensemble? Parce que moi, je suis trop chaud. Hein. On a une annonce à faire. On n'a pas encore une annonce totale, mais c'est pas une annonce totale, mais ouais, on aimerait bien enchaîner et bosser sur quelque chose en lien avec cette énergie, cette authenticité, diversité banlieue. C'est peut-être, on peut dire que pour résumer, et on invite les gens à découvrir le post de Nicolas Galita et le lire. On mettra en lien. En description. C'est possible qu'on essaye de raconter et peut-être mettre en musique. Même. Ouais. Donc une nouvelle collaboration RIDH, les talents narratifs. Merci pour les travaux. Merci Laurent Bois pour les travaux. C'était le sous-sol épisode 6, sponsorisé par Thalys. Thalys, c'est quoi? C'est un ATS qui te permet de trier l'intégralité de tes candidats, de les présenter chez tes clients pour faire plus d'argent. Voilà, passez une excellente journée. Et merci Laurent Bois. Pour l'épisode. Merci à tous les deux. Le recrutement dans la maison. Bon, super. Il suffit juste qu'on ait tout enregistré, c'est parfait. Voilà, c'est mon moment de stress.